Messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. Nous sommes le samedi 11 avril. Nous sommes là avec vous, comme chaque jour, pour vous informer au mieux, pour répondre à vos questions. J'espère que vous vous portez bien, que vous prenez soin les uns des autres en ces moments difficiles. Je vais directement passer la parole à Emmanuel pour faire un état de la situation de cette pandémie en Belgique. Goedemorgen iedereen, bonjour à tous. Nous avons aujourd'hui la situation pour la journée d'hier du 10 avril. En ce qui concerne la situation dans les hôpitaux, hier 421 personnes ont été hospitalisées et 418 ont pu sortir de l'hôpital. Aujourd'hui, il y a 5635 personnes hospitalisées dans le cadre d'une infection à coronavirus en Belgique. Parmi celles-ci, 1262 sont aux soins intensifs. C'est une légère diminution par rapport à hier de 16 personnes. Et 981 nécessitent une assistance pour respirer. C'est une diminution de 12 par rapport à la journée d'hier. En ce qui concerne les personnes décédées, hier, 327 personnes sont décédées, dont 106 au sein des hôpitaux et 219 au sein des maisons de repos. Parmi ces personnes décédées, 139 étaient en Flandre, 118 en Wallonie et 70 à Bruxelles. Au total, depuis le début de cette épidémie, 3346 personnes sont décédées dans le contexte d'une infection à coronavirus, suspecte ou confirmée. 55% des personnes à ce jour décédées dans le contexte d'une infection à coronavirus sont décédées à l'hôpital, 42% dans les maisons de repos. Cette proportion de décès dans les maisons de repos a tendance à augmenter avec le temps. En ce qui concerne les tests de diagnostic, hier, 5515 tests de diagnostic ont été réalisés, soit un total de 102 151 depuis le début de l'épidémie. 1351 personnes ont été diagnostiquées positives par un test de laboratoire ces 24 dernières heures, dont 756 en Flandre, 437 en Wallonie, 149 à Bruxelles. Cela porte à 28 018 le nombre de personnes qui ont eu un diagnostic de laboratoire positif depuis le début de l'épidémie. En ce qui concerne les dépistages dans les maisons de repos, depuis cette semaine, une large initiative visant à augmenter la disponibilité des tests de diagnostic est en cours. Plus de 11 000 prélèvements ont été réalisés ces derniers jours. Pour la journée du 9 avril, il y avait déjà 263 résultats. Pour la journée d'hier, 1086. Et ce nombre de résultats qui sont disponibles maintenant pour les médecins qui les ont prescrits augmente de façon très significative d'heure en heure. Nous voudrions aujourd'hui prendre le temps de regarder avec vous et d'interpréter avec vous les chiffres liés à la mortalité de cette épidémie en Belgique. Et notamment parce que nous savons que beaucoup d'entre vous, et c'est normal, cherchent à comprendre et à comparer la situation dans notre pays par rapport à celle dans d'autres pays. Le premier élément qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la situation épidémique peut être largement différente d'un pays à l'autre, simplement parce que le virus est entré dans un pays dans différents pays à des moments différents, et donc le démarrage de l'épidémie peut avoir été retardé. Le démarrage de l'épidémie peut aussi, dans certains pays, avoir été accéléré par le fait que, notamment dans un pays comme la Belgique, plus de 150 personnes, nouveaux foyers ont commencé en même temps après les vacances de carnaval. Et donc le démarrage de notre épidémie a été particulièrement rapide et donc c'est une particularité de notre pays. Il faut savoir également que le nombre de décès rapportés est lié
à la capacité aussi des hôpitaux notamment, et des maisons de repos aussi par exemple, à réaliser un test qui confirme ce décès. Nous savons qu'à travers le monde, de très nombreux pays ont encore beaucoup de difficultés à rendre disponibles ces tests dans l'ensemble des hôpitaux. Et donc, un effet de sous-rapportage peut également exister dans ce type de circonstances. Nous ne sommes pas dans ce contexte-là en Belgique, car les tests sont largement disponibles, et certainement pour les hôpitaux. Et enfin, un dernier élément que vous connaissez bien, c'est le fait qu'en Belgique, nous tenons à rapporter l'ensemble des décès qui sont liés non seulement à l'infection, mais aussi à tout le contexte particulier de cette infection à coronavirus. Et donc, nous cherchons en toute transparence à également prendre en considération tous les décès qui ont lieu dans les maisons de repos, certainement dans les contextes épidémiques qui sont présents. Il est hasardeux de faire des règles de 3 dans ce type de situation, et je pense avoir expliqué pourquoi. Mais nous comprenons le besoin de certaines personnes de pouvoir se poser la question de la confiance par rapport à notre capacité à réagir. Nous pensons que par rapport à certains pays qui nous entourent, un des meilleurs moyens de se comparer, c'est de prendre le nombre de décès dans les hôpitaux. Et donc, en Belgique, aujourd'hui, le nombre de décès dans les hôpitaux est de 1840 décès. Ce n'est évidemment pas un chiffre qui montre la totalité de l'épidémie en Belgique, mais c'est un chiffre qui peut être utilisé par certains pour comparer. Une deuxième question relative au décès se pose. C'est notamment lié au fait que malgré que certains indicateurs, la contamination au niveau de la communauté, les hospitalisations ont tendance à s'améliorer, le nombre de décès continue à augmenter. Ce qu'il faut savoir, c'est que en raison de la particularité de cette maladie, on a 3 vagues qui se suivent. La première, c'est la vague de contamination, d'infection dans la communauté. Après un certain nombre de jours, un certain nombre de ces personnes vont être hospitalisées. C'est une deuxième vague qui suit de quelques jours cette vague d'infection qui est quelque part invisible et difficilement mesurable. Après cela vient la vague des décès. Cette vague n'est évidemment pas aussi importante que le nombre de personnes qui sont hospitalisées, mais il y a bien un décalage. C'est donc normal de continuer à avoir aujourd'hui un certain nombre de décès notifiés, malgré le fait que certains autres indicateurs vont dans un sens plus positif. Il faut également prendre en considération la situation dans les maisons de repos, où là, dans la situation des maisons de repos, nous ne sommes pas encore dans une situation contrôlée, et donc inévitablement nous sommes encore dans cette situation où un nombre important d'infections et de maladies et de formes sévères de la maladie ont lieu, et donc cela vient également ajouter de la sévérité à l'épidémie que nous traversons. Voilà. Goedemorgen iedereen, bonjour tout le monde. Wij presenteren u de cijfers van 10 april. De afgelopen 24 uur zijn er 421 nieuwe patiënten opgenomen in de ziekenhuizen. En 418 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten dat nu in het ziekenhuis ligt op 5.635. Daarvan liggen er 1262 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 16 patiënten. En 981 patiënten moeten beademd worden. Dat is een daling van 12. De afgelopen 24 uur werden er jammer genoeg opnieuw heel wat overlijdens gerapporteerd. 327 in totaal. Daarvan kwamen er 106 uit de ziekenhuizen en 219 werden gerapporteerd door de woonzorgcentra. 139 overlijdens werden gerapporteerd door Vlaanderen, 118 door Wallonië en 70 door Brussel.
Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België op 3.346. Op die 3.346 vonden er 55% plaats in het hospitaal en 42% in woonzorgcentra. 2% was de plaats van overlijden onbekend. De afgelopen 24 uur werden er bovendien 1351 nieuwe bevestigde gevallen gerapporteerd. Het merendeel daarvan in Vlaanderen, 756. 437 in Wallonië, 149 in Brussel en 9 van onbekende origine. En dat brengt het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 28.018. De voorbije 24 uur werden er 5.515 testen uitgevoerd. En dat brengt het totaal aantal testen op 102.151. Bovenop die testen werden ondertussen ook 11.000 testen afgenomen in de woonzorgcentra. 11.000 van de 20.000 voorziene afnames. De analyses daarvan zijn lopende. We hebben nog een aantal boodschappen ook in verband met de cijfers. Het is zo dat de cijfers in België hoog zijn en soms hoger lijken dan die in andere landen. Wij willen er echter u op wijzen dat het op dit moment niet eenvoudig is om cijfers tussen landen te gaan vergelijken. Dit hangt af van de teststrategie, de testcapaciteit van landen en ook het type rapportering. Het is zo dat wij in België niet enkel de gevallen rapporteren of de overlijdens rapporteren in onze hospitalen, maar ook de overlijdens buiten de hospitalen, zoals in de woonzorgcentra of in de thuissituatie. Wij rapporteren niet alleen de bevestigde gevallen, maar ook vermoedelijke gevallen. Dit is anders in heel wat andere landen. In heel wat andere landen houdt men op dit moment in de rapportering voornamelijk rekening met de bevestigde gevallen in hospitalen. En sommige landen zijn pas recent begonnen met het tellen van het aantal overlijdens ook buiten de hospitalen. Dus het is te vroeg om vergelijkingen te maken tussen landen. Dit zal achteraf kunnen gebeuren, maar op dit ogenblik zit daar te veel verschil op in het type rapportering. We vinden het echter wel belangrijk om zo transparant mogelijk hierover te communiceren in real time, zodanig dat er ook gepaste actie kan genomen worden wanneer er zich bepaalde problemen op het terrein voordoen. De sterftecijfers blijven evenwel heel hoog. We krijgen daar vragen over, want de epidemie lijkt te stabiliseren. Mogelijk hebben we zelfs de piek stilletjes achter ons gelaten. Maar die sterftecijfers blijven hoog en gaan waarschijnlijk nog stijgen. We moeten een onderscheid maken tussen twee tendensen. Enerzijds wat er in de hospitalen gebeurt. Daar zien we dat de voorbije 2 weken het aantal overlijdens vrij stabiel blijft, tussen de 100 en de 130. Dit zijn mensen die al enkele weken geleden besmet zijn geweest en dan pas komen te overlijden. In de woonzorgcentra zien we daarentegen wel sinds begin april een gestage toename van het aantal overlijdens. Vandaag waren er dat 219. Dus dat is een situatie die we zeer goed moeten in het oog houden, die goed moet opgevolgd worden. Er moet ook alles aan gedaan worden om de verspreiding in woonzorgcentra zoveel mogelijk in te dijken. We verwachten dat dit cijfer mogelijk nog gaat verder stijgen de komende dagen. En we hopen dat het zo snel mogelijk ook daar zal stabiliseren en uiteindelijk weer dalen. Dank u. Il y a maintenant exactement 4 semaines, notre vie professionnelle et notre vie personnelle ont été complètement chamboulées. Il y a des choses évidentes, comme prendre un rendez-vous avec ses amis pour aller boire un verre ou manger un bout, que nous devons maintenant postposer. Et c'est bien sûr difficile pour chacun d'entre nous. Mais nous remarquons aussi que chacun actuellement fait de son mieux pour passer à travers cette situation difficile. Beaucoup de gens ont, durant cette période, adopté de nouvelles façons de s'occuper, de manière très raisonnée et très sensée. Ces dernières semaines, beaucoup d'entre nous avons fait du vélo, nous nous sommes promenés, nous avons pris l'air. Certains d'entre vous ont également peut-être enfin trouvé du temps pour lire un livre, terminer ce fameux livre, ou aussi travailler dans votre maison ou dans votre jardin. Malgré toutes ces démarches positives que nous remarquons, pour chacun d'entre nous, respecter ces mesures renforcées devient de plus en plus difficile.
Notre motivation commence peut-être à diminuer, et ça nous est rapporté notamment par une enquête universitaire. C'est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait humain. Chacun souhaite maintenant de la stabilité et un retour à des bonnes nouvelles. Chacun se pose des questions de savoir combien de temps cela va encore durer, quand est-ce que je pourrai voir mes amis, mes petits-enfants, quand est-ce que je pourrai aller jouer au football, ou que va-t-il se passer cet été. Soyez convaincus que tous les experts et toutes les autorités qui travaillent actuellement dans cette gestion de crise se posent les mêmes questions et y travaillent pour pouvoir apporter des réponses. Mais aujourd'hui, nous devons être tous patients. Le message que nous donnons aujourd'hui est le même et il est tout aussi important que depuis quelques jours. Restez chez vous. Ne faites pas de déplacements qui ne sont pas nécessaires. Tenons bon. Ce n'est pas la courbe qui doit déterminer nos comportements, mais c'est au contraire nos comportements qui doivent déterminer l'évolution de cette courbe. Et je pèse mes mots ici. Soyons tous conscients que le virus peut, de manière très rapide et de manière très dure, ressurgir. Et nous devons maintenant éviter cela en agissant ensemble et en respectant les mesures qui sont recommandées. Ces dernières semaines ont été particulièrement dures pour le personnel de soins de santé. Et les semaines qui viennent vont encore être difficiles. On doit donc toujours continuer à les soutenir en respectant chacun ses petits gestes, ses consignes de santé publique, d'hygiène des mains ou de distance physique pour notre santé. Beaucoup de personnes ont aussi malheureusement dû faire des adieux difficiles à un être cher. L'impact humain de ce coronavirus est très élevé pour notre société. Nos pensées vont aujourd'hui à ces victimes, à leurs familles, à leurs amis. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour faire face à cette immense tristesse. Nous souhaitons également leur dire qu'un soutien et une écoute psychologique existent. Ne restez pas seuls. Il y a énormément d'organisations spécialisées qui sont là pour vous aider aujourd'hui. Si vous voulez avoir un aperçu de toutes ces organisations et pouvoir joindre les personnes utiles pour être à votre écoute, allez sur le site info-coronavirus.be et vous trouverez les informations nécessaires. Continuons, tenons bon, restons solidaires. C'est la seule façon que nous arriverons à passer ensemble au travers de cette pandémie. Merci. Goedemorgen. Exact 4 weken geleden werd ons professioneel en dagelijks leven plots ingrijpend gewijzigd. Heel evidente dingen, zoals een glas gaan drinken met onze vrienden of een etentje op restaurant, moeten we nu uitstellen. Dit zijn voor iedereen van ons zware tijden. Iedereen tracht er het beste van te maken in deze vreemde situatie. Vele mensen hebben tijdens deze periode nieuwe manieren gevonden om zich zinnig bezig te houden. De afgelopen weken werd er massaal gefietst, gewandeld en gelopen. Anderen hebben eindelijk tijd gevonden om een boek vast te nemen of om wat te werken in de tuin. Ondanks deze positieve houding begint het voor iedereen zwaar te worden om de maatregelen na te leven. Onze motivatie verslapt en dat blijkt ook uit een wetenschappelijk onderzoek. Dit is heel begrijpelijk en ook menselijk. Iedereen hunkert naar goed nieuws. Iedereen stelt zich vragen hoe lang het nog gaat duren. Wanneer we de kleinkinderen kunnen terugzien, wanneer we terug kunnen spelen met vrienden, of vragen zich af hoe de zomermaanden zullen verlopen. We begrijpen deze vragen en we zijn er ook mee bezig, maar we moeten nu vooral geduld hebben. De boodschap die we nu kunnen geven is dezelfde dan de afgelopen 4 weken. Blijf thuis en maak geen onnodige verplaatsingen. Blijf dit vooral volhouden. De curve bepaalt immers niet hoe we ons moeten gedragen, maar het is wel ons gedrag dat de evolutie van de curve bepaalt. Het virus kan heel snel en ongemeen hard terug opvlakken. Dit moeten we met z'n allen vermijden. De afgelopen 4 weken waren ook bijzonder zwaar voor de mensen in de zorgsector. Ook de komende weken zullen moeilijk worden. Blijf deze mensen ondersteunen. Zij zorgen ervoor dat de mensen die het nodig hebben de nodige zorgen kunnen krijgen. Veel mensen hebben jammer genoeg ook afscheid moeten nemen van een dierbare de afgelopen weken. Het menselijk leed door het coronavirus is hoog. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, hun familie en vrienden.
Wij wensen iedereen heel veel sterkte bij het verwerken van dit immens verdriet. Mensen die nood hebben aan psychosociale ondersteuning kunnen hiervoor terecht bij de verschillende gespecialiseerde organisaties. Een overzicht van de organisaties kan u vinden op de website www.info-coronavirus.be. Hou vooral vol, ook tijdens dit zonnige weekend. Ik dank u. Dan kunnen we nu overgaan naar de vragen. Weten jullie waar de nieuwe besmettingen en hospitalisaties vandaan komen? Zijn die traceerbaar en van waar komen ze dan juist? En zijn er ook besmettingen die uit het niets opduiken? Wel, de bron van besmetting wordt op dit moment niet systematisch opgevolgd. Er zijn ook veel te veel gevallen nog om dat te kunnen doen. Er zijn wel steekproeven gebeurd en daaruit blijkt dat de meeste mensen zich besmet hebben door een contact met een reeds bevestigd geval of in de zorgsector. Maar bij een groot deel van de gevallen kon geen specifieke bron van besmetting getraceerd worden. Waarschijnlijk was die er wel, maar men kon het niet precies identificeren. Savez-vous d'où proviennent les nouvelles infections et hospitalisations? Peut-on les tracer et d'où viennent-elles? Certaines infections viennent-elles de nulle part? La majorité des infections aujourd'hui, eh bien, pour la majorité des personnes qui sont infectées ou hospitalisées, on peut retrouver la source de l'infection, que ce soit via un contact avec un cas positif connu ou via une transmission dans une institution de soins. Pour une partie des patients, cette information n'est pas pour l'instant récoltée de façon systématique, aussi en raison du très grand nombre de personnes qui sont infectées. Mais cela ne veut pas dire qu'elles ont été infectées de nulle part. Cela veut dire que l'effort de collection de cette information systématique doit être réalisé et sera réalisé, amplifié cet effort dans les prochaines semaines. C'est évidemment important de bien comprendre que l'infection ne vient jamais de nulle part. L'infection, elle peut venir d'une personne qui est malade, infectieuse, qui normalement dans ces cas-là doit être bien isolée chez elle, mais on peut imaginer qu'il y a un certain nombre d'infections qui sont encore liées à cette transmission-là. Et alors, nous savons aussi qu'un grand nombre de personnes aujourd'hui sont porteuses du virus sans présenter de symptômes ou en présentant des symptômes très mineurs. Et donc ces personnes, même si elles ne sont pas très malades, peuvent contribuer à la transmission du virus. Et c'est ce qui rend particulièrement complexe le contrôle de cette épidémie, que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays. Et donc, toutes ces infections peuvent et doivent être évitées par toutes les mesures que nous prenons, et les mesures de type hygiène des mains, distanciation physique. Et ces mesures-là contribuent largement à éviter ce type d'infection. Peut-on estimer le nombre de jours ou le nombre moyen de jours qu'un patient infecté par le Covid-19 passe en soins intensifs, avec ou sans assistance respiratoire? Et combien pour une admission normale d'un patient Covid-19 à l'hôpital? Nous n'avons pas encore toutes ces moyennes. On pourra les regarder. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que il y a des différences très importantes entre les individus. Certaines personnes, par exemple, restent aux soins intensifs un nombre très limité de jours, le temps de passer à une phase aiguë de la maladie. D'autres personnes ont une forme beaucoup plus sévère de la maladie où les poumons sont tellement affectés qu'ils nécessitent d'être sous assistance respiratoire pendant de nombreux jours, de nombreuses semaines parfois. Et donc, cette infection peut avoir un niveau de sévérité, de gravité qui est très différent d'une personne à l'autre. Et cela va impacter évidemment la durée d'hospitalisation et la durée de convalescence. Hoe lang verblijft een COVID-patiënt gemiddeld op de intensieve zorgen, zowel met als zonder beademing? En hoe lang bij een gewone ziekenhuisopname voor COVID?
We hebben daar nog geen precieze centrale statistieken over. We hebben wel al bepaalde voorlopige cijfers gehoord dat de gemiddelde opname op intensieve zorgen rond de 3 weken zal liggen. Het is wel zo dat dit zeer variabel kan zijn van patiënt tot patiënt. Dat kan enkele dagen zijn tot ook meer dan 3 weken. Die cijfers zullen later nog gecentraliseerd worden en geanalyseerd worden, maar op dit moment beschikken we daar nog niet over, toch niet voor wat betreft alle ziekenhuizen in België. Hebben we een inzicht in de demografie van mensen die zwaar of juist lichtziek worden van COVID-19? Is er bijvoorbeeld een onderscheid te zien op basis van geslacht bij de patiënten op intensieve zorgen of volgens leeftijd? Wel, wat we wel zien bij de patiënten die opgenomen worden in het ziekenhuis, dat zijn dus de patiënten met ernstige symptomen, dat in de categorie tussen 65 en 80 jaar er meer mannen dan vrouwen zijn. Terwijl in de categorie boven de 80 jaar er juist meer vrouwen dan mannen zijn. Dat heeft te maken met het feit dat er bij de mensen boven de 80, boven de 90 gewoon ook meer vrouwen zijn dan mannen die zo oud worden. Mannen worden gemiddeld wat minder oud. En in de categorie van 65 tot 80 zijn mannen dan weer wat meer vertegenwoordigd, omdat we ook indicaties hebben dat mannen blijkbaar toch iets gevoeliger zijn voor complicaties en meer lijden onder de infectie. Dat is iets wat in het buitenland ook gerapporteerd wordt. Verder zijn er een hele reeks onderliggende aandoeningen die de ernst van de ziekte mee bepalen, die ik in het verleden ook al opgesomd heb, zoals hartziektes, diabetes, hoge bloeddruk, chronische longaandoeningen, zwak afweersysteem enzovoort. Avons-nous une vue de la distribution démographique des personnes très malades ou peu malades? Observe-t-on une répartition spécifique sur base du sexe ou de l'âge? Ce que nous observons en Belgique et aussi dans d'autres pays, c'est que une des catégories de notre population qui semble représenter plus fréquemment des formes sévères de la maladie, ce sont les hommes entre 65 et 80 ans qui sont représentés de façon importante dans la population qui nécessite d'être hospitalisée. On voit dans les catégories encore plus âgées, donc les personnes de plus de 80 ans, 85 ans, qu'il y a là plus de formes sévères parmi les femmes, mais cela peut être simplement dû au fait qu'il y a plus de femmes plus âgées dans notre pays, dans notre population, que d'hommes. Il y a également tout un certain nombre de facteurs qu'on appelle les comorbidités en termes médicaux, mais qui sont toutes les maladies que les personnes peuvent avoir avant le démarrage de l'infection, qui peuvent influencer la sévérité de la maladie. On parle notamment de problèmes cardiaques, d'hypertension, de diabète, de problèmes aux poumons, de problèmes aux reins. Et la présence de ces maladies va évidemment influencer la sévérité. Donc si ces pathologies sont plus fréquentes, par exemple chez les hommes d'un certain âge, c'est un des éléments qui peut contribuer au fait que on retrouve ces personnes plus fréquemment dans les hôpitaux. L'Académie royale de médecine recommande samedi le port du masque en tissu. Quelle est votre réaction à cet appel? Eh bien, nous pensons, comme les autres médecins, que le fait, tout ce qui va prévenir l'infection est bon à prendre. Et les masques ont un rôle à jouer dans la prévention de la transmission, un rôle d'autant plus important que la distanciation physique est plus difficile à appliquer. Et donc le rôle du masque est présent dans la réponse générale depuis le début de cette épidémie pour prévenir les infections. Il a été, pour un contexte que vous connaissez bien, surtout appuyé au niveau des institutions de soins, où là le nombre de personnes très susceptibles et le niveau d'exposition est très important. Mais en règle générale, le masque est un des éléments parmi d'autres, mais il ne peut pas être seul, qui peut aider à protéger la population, et certainement dans une logique
de déconfinement progressif. Nous ne sommes pas encore à ce stade-là, mais dans cette logique-là, le port du masque, et certainement dans certaines circonstances bien particulières, il faut encore se poser la question de est-ce que c'est nécessaire tout le temps? Probablement pas. Mais toute cette réflexion-là est en cours sur comment transformer cette évidence qui est le fait qu'un masque protège de l'infection en des recommandations qui sont applicables et utiles sur le long terme dans notre société. De Koninklijke Academie voor Geneeskunde raadt nu het dragen van een stoffen masker aan. Wat is uw reactie? Het dragen van een stoffen masker kan een plaats hebben als een onderdeel van een exit-strategie. Wanneer we hopelijk binnen enkele weken een aantal maatregelen versoepelen, waardoor mensen terug meer met elkaar in contact komen, dichter contact gaan onderhouden. Dus die sociale afstandsregels niet altijd kunnen gerespecteerd worden in bepaalde professionele activiteiten bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat het dragen van een masker een hulpmiddel kan zijn om verspreiding van het virus te vertragen. Dus we denken daarover na in het kader van exit-strategie om te zien of dat dit een plaats heeft in de toekomst. Op dit ogenblik is het niet onmiddellijk aan de orde, omdat we nu het virus bestrijden door afstand te houden, zoveel mogelijk contact met elkaar te vermijden, handhygiëne, en dat is voldoende. In de toekomst kan het misschien een plaats hebben. Het is ook belangrijk om te vermelden dat zo'n masker in de eerste plaats zal dienen om mensen die besmet zijn en het van zichzelf niet weten of nog niet weten, minder besmettelijk te maken voor hun omgeving. Het kan een deel van de druppeltjes bijhouden, maar niet allemaal. Dus mogelijk heeft het een rol te spelen in de exit-strategie en daar wordt heel serieus over nagedacht op dit ogenblik. Merci pour ces questions. Nous nous retrouverons non pas demain, dimanche. Il n'y aura pas de point de presse demain. On se retrouvera lundi à 11h pour revenir vers vous pour d'autres informations. On souhaite aujourd'hui, malgré les circonstances et dans des démarches positives et créatives, vous souhaitez néanmoins un bon week-end. Restez chez vous, continuez à prendre soin de vous et des autres. En overal zeker. Dank u wel.